Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un entrepreneur africain. Il est le promoteur d'un projet de construction de la plus grande usine de cartonnerie en Afrique de l'Ouest. Moussa Diakité, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer ce projet qui vous tient tant à cœur, on va d'abord parler un peu de vous. Vous êtes donc le PDG d'une entreprise d'agrobusiness au Mali, c'est ça, hein? Bien sûr, c'est ça. Et depuis 10 ans, les mangues maliennes que l'on trouve en Europe, c'est votre entreprise qui les commercialise? Oui, mais pas seul. Il y en a d'autres. Oui, mais la plupart des mangues qu'on trouve en Europe viennent de chez vous? Pour l'origine Mali, oui. Oui. Tout à fait. Ça fait quoi, 10 ans que ça a commencé? Oui, ça fait 10 ans que nous avons commencé à exporter sur le marché européen. Oui. Et vous êtes parti de 20 tonnes? Oui, nous sommes partis de 20 tonnes et nous sommes à 1500 tonnes maintenant. Comment vous expliquez cette demande croissante de la mangue malienne? D'abord, la mangue n'est plus un produit exotique pour le marché européen. Et aussi, il y a la qualité et le goût de la mangue malienne. Aussi, la régularité sur le marché. Quand on fait du commerce avec l'Europe, j'imagine qu'il y a des exigences. On n'achète pas n'importe quelle mangue, on ne prend pas n'importe quelle mangue et on vient les vendre en Europe. Comment on fait pour se conformer aux exigences du commerce international? Il y a un cahier de charges. Oui. Comme vous le savez, quand vous voulez commercer avec des marchés comme le marché européen, il y a des normes à respecter. Et nous respectons ces normes-là. Donc, nous avons des certificats. Il y a le certificat Global Gap, nous avons le certificat BRCI et le certificat Bio. Donc, nous avons 3 certificats et nous respectons les normes en vigueur. Quand vous dites que nous avons des certificats et des certificats bio, est-ce que toutes les mangues que vous exportez sont bio? Non, 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 non. Il y a une partie qui est bio et le reste est conventionnel. 80% c'est des mangues conventionnelles. Mais à la base, la mangue malienne, c'est une mangue bio. Pourquoi c'est une mangue bio? D'abord, notre exportation est adossée à des vergers traditionnels. Il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a rien. Donc nous suivons, nous avons une équipe de qualité qui suit toute la bonne pratique agricole. Et tout ce qui est de non-utilisation des produits chimiques. Et nous, au niveau de notre station, on lave la mangue qu'avec de l'eau seulement. Et on fait les mises en carton, on expédie sur le marché. Il n'y a aucun produit chimique là-dessus. 2005, vous êtes donc à 20 tonnes. 2015, vous êtes à 1500 tonnes. J'imagine que l'objectif est croissant. Bien sûr. Et nous avons même commencé avec 25 petits producteurs. Aujourd'hui, nous avons 850 petits producteurs regroupés en coopérative. Oui. Donc, nous augmentons en volume et la demande elle est croissante. D'ailleurs, nous ne parvenons pas à satisfaire notre volume. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours la demande qui dépasse notre capacité de production. Vous parlez des petits producteurs. Donc, vous êtes parti de 25 petits producteurs. Ça me fait penser aux emplois directs qu'on est capable de créer avec un tel commerce. Combien de personnes employez-vous à peu près à temps plein, par exemple? D'abord, en temps plein, on a 30 personnes permanentes qui travaillent au niveau de l'entreprise, tout ce qui est de l'administration. Et sur les 4 mois de l'année, c'est-à-dire pendant les 4 mois de la campagne mangue, nous utilisons 350 personnes en emploi direct. Vous dites que vous travaillez avec des producteurs, des petits producteurs. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas un verger? Bien sûr. Au fait, au départ, nous, on n'avait pas de verger. Nous avons commencé à organiser les petits producteurs en coopérative. Maintenant, nous-mêmes, nous disposons de 200 hectares de verger et que nous avons déjà installé 50 hectares de ce verger-là. Un verger industriel avec l'irrigation goutte à goutte, avec la haute densité. Parce qu'au Mali, comme c'est des vergers traditionnels,
la densité, elle est faible. Oui. Et au Mali, on est quoi? Entre 7 et 10. 7 et 10 quoi? Entre 70 et 100 pieds à l'hectare. Oui. Or, les normes aujourd'hui en vigueur, c'est 400 pieds à l'hectare. Donc, les 50 hectares que nous avons installés, ça fait 400 pieds à l'hectare. Et nous visons un rendement de 40 tonnes contre 7 à 10 tonnes de l'existant. Donc, alors, je schématise. Allez-y, pardon. Donc, ce verger va servir d'un champ de démonstration et de diffusion pour entraîner nos petits producteurs à changer d'habitude de production. Maintenant, tout en étoffant la densité et aussi en visant au moins entre 25, même s'ils ne vont pas atteindre les 40 tonnes, ils peuvent quand même améliorer, aller jusqu'à 25 tonnes. Si je vous comprends bien, c'est-à-dire qu'au départ, vous vous réveillez un matin, vous dites, bon, je vais faire le tour du Mali, je vais aller chercher les mangues et je vais les exporter vers l'Europe. Et donc, vous faites ça, mais il y a une forte demande. Et vous réfléchissez, vous vous dites, je vais mettre alors en place un verger industriel, d'abord pour donner l'exemple aux petits producteurs, pour qu'ils puissent comprendre qu'on peut faire plus que ça. Nous, on a commencé, quand on a essayé de comprendre un peu d'abord, connaître le marché, connaître les exigences du marché, et essayer de venir au niveau de la production, essayer de voir comment nous pouvons répondre aux exigences du marché. Donc, en termes de traçabilité, en termes de qualité, nous pouvons respecter ça avec les petits producteurs. Maintenant, en termes de volume, c'est là où ça pose problème. Donc, en ce moment, il faut aller vers des grands vergers, et vers des vergers modernes, et pour donner plus de volume. Donc, nous avons travaillé dans ce sens-là, et avec nos différents partenaires, pour essayer d'installer maintenant des vergers. C'est vrai, on peut leur dire, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, mais quand nous-mêmes nous mettons à mettre en place, qui viendront voir, et que maintenant la mangue n'a plus besoin d'avoir 10 mètres de hauteur, mais à 2 mètres, 2,5, il peut donner plus de fruits qu'avec 10 mètres de hauteur, et avec des quantités étoffées, et ça peut faire bien les choses. Est-ce qu'il est imaginable que vous puissiez former de jeunes Maliens, par exemple, qui aimeraient avoir des vergers, qui aimeraient aussi se lancer, par exemple, dans cette agriculture? Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec l'Université de Michigan, et en collaboration avec l'IPR de Katibougou, qui est l'économie, qui est une école d'agronomie. Et pour essayer de former des jeunes d'agro-business. Nous, notre position, c'est de les prendre en stage, de les faire connaître le marché, qui ça maintenant c'est un métier, et qu'à partir d'un certain taille de verger, c'est-à-dire à partir de 5 hectares de verger moderne, on peut bien gagner sa vie. On peut vivre de ça? Bien sûr. Et non seulement on peut créer de l'emploi, on peut vivre de ça, et on peut servir aussi à développer notre pays. Le Mali. Et vous allez continuer d'ailleurs à développer votre pays, puisque vous rêvez de créer d'autres emplois à travers un autre projet qui vous tient vraiment à cœur, parce que c'est une filiale donc, de votre entreprise au départ qui va s'occuper de ce projet-là. C'est un projet de fabrication d'emballage en carton au Mali. Bien sûr. Bien sûr, parce que là, on est handicapé. Au Mali, d'abord, on avait beaucoup d'handicaps. Excusez-moi de revenir un peu en arrière. Oui, allez-y. On avait le problème de transport, parce qu'on est un pays continental. Et les mangues devraient être transportés dans des conteneurs via des ports. Et ça, c'était un premier problème. Le deuxième problème, c'était un problème de financement. Et aussi, il y avait le problème d'emballage. Tout ce qui rentre dans le conditionnement de la mangue est importé. Donc, d'où ça pose problème. Même pas le prix, mais en termes de disponibilité. Donc, nous avons essayé d'aller avec les structures qui nous accompagnent, essayer de voir comment trouver des solutions. Nous avons procédé à des achats groupés, à des centrales d'achat, en fabriquant des cartons génériques. Tout ça là a montré ses limites. Donc, nous avons essayé maintenant de lancer des études et pour savoir d'accord pourquoi il n'y a pas d'unité de fabrique d'emballage au Mali. Et qui sont les consommateurs de carton au Mali. Donc nous avons compris que nous, on n'était pas seuls, parce que nous ne représentons que 30% de la consommation de carton au Mali. Les 70%, c'est les industries. Donc à partir de là, nous avons commencé maintenant à instruire les dossiers et à chercher les financements pour mettre en place l'unité. Aujourd'hui, nous avons eu les financements, nous avons lancé la construction
La construction de l'usine de fabrication? L'usine de fabrication des cartons. D'où la pose de la première pierre le 29 octobre dernier. Bien sûr, et les travaux ont démarré au mois de décembre dernier. Et normalement, les travaux vont prendre fin août 2016. Oui. Et les premiers cartons sortiront à partir du mois d'octobre. Quel est le marché que vous visez? J'ai bien compris que d'abord, vous allez régler votre propre problème d'emballage à l'exportation. Est-ce qu'il y a un vrai marché, par exemple, dans votre pays et dans la sous-région? J'ai bien compris aussi que les industriels avaient besoin de cartons, mais est-ce que ce n'est pas un risque financier? Selon les statistiques officielles de la douane et de la Direction nationale de commerce et de la concurrence, oui. En 2014, le Mali a dépensé 12 milliards de francs CFA pour l'achat uniquement de l'emballage des cartons. Ah oui. Ouais. Et ça, ces 12 milliards, vous rêvez de mettre la main sur le magot, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et nous bon, peut-être, on ne va pas trop rêver les premières années pour prendre les 12 milliards, oui. mais une bonne partie, quand même, peut rester au Mali. Et non seulement notre problème va être réglé, il y a le problème des industriels qui va être réglé. Ça va créer des emplois pour le Mali et l'argent va rester au Mali. Monsieur Diakité, quand on monte un projet comme celui-là, j'imagine que ce n'est pas avec 200 € qu'on monte un projet comme ça. J'ai vu que la Banque ouest-africaine de développement vous accompagnait dans la mise en place de ce projet-là. Bien sûr. Combien ça coûte un projet comme celui-là? Le projet, ça fait 5 milliards CFA, 7 millions d'euros. Oui. Et la BOAD nous a accompagnés avec 2 milliards 3 CFA. Et il y a la BIM, la Banque internationale du Mali, avec 780 millions. Oui. Et il y a la BNDA avec 650 millions. Et il y a aussi une banque allemande, DGE, qui nous a accompagnés avec 500 000 euros. Et nous-mêmes, nous avons mis 1 milliard 700 millions CFA. Dans le projet, est-ce que c'est facile de rassembler tout ce beau monde autour d'un projet comme celui-là? C'est très difficile. Oui. C'est très, très difficile en Afrique. Et d'abord, c'est un projet que nous avons introduit depuis 2009. Ouais, les premières études sont parties depuis 2009. Et nous avons fait pas mal de portes. À chaque fois quand vous venez voir, on dit que vous êtes un start-up. Oui. Et revenez plus tard. Donc, c'est très, très difficile pour lever des fonds en Afrique, en tout cas au Mali. C'est difficile à cause de quoi? Les gens ne vous font pas confiance ou plutôt les taux d'intérêt sont élevés? Non, il me semble qu'il y a un principe, je ne sais pas, comme moi je ne suis pas financier. Oui. Et en général, quand vous venez voir, quand ils disent que vous êtes start-up, ils disent maintenant il faut mobiliser au moins en fonds propres les 50% du financement. Et ce qui est un problème pour les petites entreprises comme la mienne. Et ça, c'est un premier problème qui se pose. Le deuxième problème qui se pose, chez nous, c'est des banques commerciales, mais il n'y a pas de banque d'investissement. Oui. Là aussi, ce problème-là se pose. Et nul n'était l'intervention de la BOAD, ça allait être très difficile pour nous, avec les banques locales, de trouver le financement. Moussa Diakité, merci. Merci. PDG de SCS International Mali, une entreprise malienne d'agrobusiness et d'élevage. Vous êtes aussi le promoteur de l'implantation d'une unité de fabrication d'emballage en carton au Mali. Merci d'être venu du Mali nous voir dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.